Pardon. Voilà, bonjour. Donc, c'est le cours de 100 DF de la semaine 22. C'est l'enregistrement que je fais pour le lundi 25 mai et pour le mardi 26 mai parce que hier j'ai oublié de faire l'enregistrement. Donc, je vais mettre à disposition celui d'aujourd'hui. Ok. Alors, on avait donc parlé de la force d'Archimède. Vous vous souvenez un peu de ce qu'on avait raconté sur la force d'Archimède? Juste pour résumer, on a un objet qui est, disons, immergé dans un fluide. Ça peut être un liquide ou un gaz. Okay. Cet objet, il est soumis à une force vers le bas qui est la force de pesanteur, et puis une force vers le haut. Alors, la longueur de la flèche, elle va dépendre de l'intensité de la force. Je ne sais pas si cette force vers le haut sera plus grande ou plus faible que la force vers le bas. Ça, c'est la force d'Archimède. Et puis, on avait vu que la force d'Archimède, c'est le poids du liquide déplacé. Okay ? Le poids du liquide déplacé, c'est-à-dire la masse du liquide déplacé fois G. Un poids, c'est une masse fois G. La masse du liquide déplacé, on peut l'exprimer à l'aide de la masse volumique. Donc la masse du liquide déplacé, ça va être le ρ du liquide, la masse volumique du liquide, fois le volume. Et donc on en arrive à l'expression que la force d'Archimède, c'est le ρ du liquide fois G fois V. Donc la force d'Archimède ne dépend que de la masse volumique du liquide, pas de la masse volumique de l'objet, de la pesanteur et du volume de l'objet. Et puis, la force de pesanteur, vous savez que c'est m fois g, mais cette masse-là, c'est la masse de l'objet. Donc maintenant, si je réécris la masse de l'objet avec la masse volumique, ce sera la masse volumique de l'objet fois le volume fois g. Donc je trouve une expression pour la force de pesanteur qui est ρ objet GV. Et comme ça, on a des expressions semblables pour la force d'Archimède et pour la force de pesanteur. C'est toujours ρ fois G fois V, mais pour la force d'Archimède, c'est ρ liquide, et pour la force de pesanteur, c'est ρ objet. Ok ? Maintenant, on s'intéresse à la force résultante, parce qu'on aimerait savoir si l'objet va couler ou s'il va flotter. Alors, si la force d'Archimède est plus grande que la force de pesanteur, l'objet va faire quoi? C'est là que je m'arrête puis qu'il n'y a plus rien. Si la force d'Archimède est plus grande que la force de pesanteur, qu'est-ce qu'il fait notre objet? Il monte ou il descend? Allô? C'est pas vrai. Mais répondez-moi! Vous êtes là? Allô? Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Moi, quand j'ai cet écran, je ne vois plus l'écran de Meet et donc je ne sais même pas s'il y a encore quelqu'un en ligne. Vous avez tous fermé vos micros, j'aimerais bien savoir pourquoi. Zachary, pourquoi tu as refermé ton micro? Je suis timide. Mais je suis timide, je te demande pas de parler. Zachary, laisse ton micro ouvert et puis 2, 3 autres, ouvrez vos micros. Je suis pas une télé, d'accord? Il faut qu'on parle un peu. Même si vous dites des conneries, ça m'est égal, mais il faut qu'on parle un peu. Bon, Zachary, tu laisses ton micro ouvert. Sinon, j'appelle ton collège aux États-Unis et je leur dis les pires choses sur toi. Bon, voilà. Alors, on revient là. Donc, on a une force vers le haut, la force d'Archimède, une force vers le bas, la force de pesanteur. Si la force vers le haut est plus grande que la force vers le bas, l'objet va flotter. Et si la force vers le bas est plus grande que la force vers le haut, l'objet va couler. Ok, c'est une bête histoire d'équilibre des forces. Donc maintenant, on s'intéresse à la force résultante. On aimerait savoir si la force résultante est dirigée vers le haut ou vers le bas, parce que c'est ça qui va nous dire si l'objet flotte ou si l'objet coule. Et la force résultante, on la définit comme ça. On la définit
la norme de la force résultante. Alors évidemment, la force résultante vectoriellement, c'est la force de pesanteur plus la force d'Archimède, avec les vecteurs qui tiennent compte des directions des forces. Si vous voulez écrire une égalité scalaire entre ces forces, il faut vous donner une convention de sens positif, et là, le sens positif qu'on adopte, c'est le sens vers le bas. Pourquoi vers le bas? Pourquoi pas? Il faut bien adopter une convention. Okay? Donc, si la force résultante est positive, elle va dans le même sens que la force de pesanteur qu'on a pris en positif. Donc, la force sera vers le bas et l'objet va couler. Et si la force résultante est négative, eh bien, ça veut dire qu'on va dans le sens opposé de la force de pesanteur. Donc, c'est une force qui est vers le haut et l'objet va flotter. Okay? Si maintenant j'écris ça, hein, la force de pesanteur, c'est rho liquide, excusez-moi, la force de pesanteur, c'est rho objet GV. La force d'Archimède, c'est rho liquide GV. Donc, je peux mettre le GV en évidence. Et finalement, j'arrive à une formule importante qui est que la force résultante, c'est la masse volumique de l'objet moins la masse volumique du liquide fois G fois V. D'accord? Alors, de là, on peut distinguer trois cas. Le cas où la force résultante est positive, le cas où la force résultante est nulle, et le cas où la force résultante est négative. Alors, est-ce que dans ce cas-là, il y a quelqu'un qui a envie de parler et puis de me dire qu'est-ce qui se passe? Si la force résultante est positive, qu'est-ce qu'on a dit? L'objet, il flotte ou il coule? Il coule, bien, bravo, il coule. Si la force résultante est négative, dans ce cas-là, il va flotter. Puis si la force résultante est nulle, qu'est-ce qui se passe? Ben non, il coule pas. Voilà, il va ce qu'on appelle flotter entre deux eaux. C'est une expression française un peu bête, mais c'est ce qu'on a de mieux pour dire que l'objet, il reste dans l'eau, puis il reste à la même profondeur. Alors si vous voulez faire un test avec ça, vous prenez un sac plastique ou une capote, vous la remplissez d'eau, vous la mettez dans l'eau, et comme ça, votre objet, votre sac plastique qui contient de l'eau, il a la même masse volumique que l'eau. Eh bien, si vous le mettez dans l'eau, il va ni couler, ni flotter, à moins que le plastique ait un effet important. Mais sinon, il devrait rester à la même hauteur, et puis et ne pas flotter ni couler. Okay? Alors, vous voyez maintenant que si l'objet coule, c'est parce que la force résultante est positive. Si la force résultante est positive, ça veut dire que cette quantité-là, elle doit être positive, parce que G c'est positif, le volume c'est positif. Okay? Et si on a que ρ objet moins ρ liquide est positif, ça veut dire que ρ objet est plus grand que ρ liquide. Donc les objets qui ont une masse volumique plus grande que celle du liquide dans lequel il se trouve coulent, et puis les objets inversement qui ont une masse volumique plus faible que celle du liquide dans lequel on les plonge, eh bien ceux-là ils vont flotter. Ok? Ça c'était pour le rappel. Maintenant on va passer à la correction de l'exercice qu'on avait. On va parler de masse apparente. Et puis ensuite, on va s'intéresser à la dernière question théorique du cours, qui est quand un objet flotte, il y a quelle proportion de l'objet qui est au-dessus de l'eau et quelle proportion qui est dans l'eau. Okay? Ça, c'est une question qui est importante, par exemple, pour les bateaux. On va commencer par cet exercice 4.3 qui était à faire pour aujourd'hui, que vous avez tous fait avec application, j'imagine. Hein? Avouez que vous l'avez tous fait. Hein? Oui, oui, c'est clair. Ok, alors, ça, cet exercice-là, il est là pour calculer la force d'Archimède qui s'exerce sur vous à cause de l'air. Hein, parce que quand vous êtes comme maintenant, vous et moi, on est entouré d'air, l'air est un fluide, donc en principe, l'air exerce une force d'Archimède parce que la pression de l'air, la pression atmosphérique, elle est plus forte au niveau de nos pieds
qu'au niveau de notre tête, parce qu'il y a plus de gaz au-dessus de nos pieds qu'au-dessus de nos têtes. Alors, la différence est faible, ok, mais il y a quand même une différence. Et là, on va la calculer. Et on va calculer de combien de grammes votre balance se trompe quand elle vous donne un poids. On verra que c'est une question de grammes. Okay. La première chose à faire, c'est d'évaluer la masse volumique d'une personne, d'un corps humain. Vous avez une idée de la masse volumique d'un corps humain? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour estimer la masse volumique d'un corps humain sans mesurer sur une personne? Qu'est-ce que vous pensez? Ouais. Le terme précis qu'il te faut, c'est le volume. C'est pas la taille. OK? Parce que pardon? Là, on est d'accord que la masse volumique, c'est la masse divisée par le volume. OK? Alors, on va calculer ta masse volumique. Quelle est ta masse? Combien indique la balance? Donc, Zacharie, il a une masse de 67 kg. Maintenant, le volume de Zacharie en mètres cubes, comment on pourrait faire pour le mesurer? Bon, évidemment, on pourrait le mettre dans l'eau, mesurer l'augmentation du niveau d'eau, calculer le volume, etc. Ce serait un peu compliqué, puis il sortirait tout mouillé. Okay. Donc, le volume, on va essayer de l'estimer en prenant la masse volumique et la masse. Hein. Donc maintenant, avec cette formule-là, vous avez que le volume fois la masse volumique égale la masse. Donc le volume, ce sera la masse sur la masse volumique. D'accord? La masse de Zacharie, on la connaît, c'est 67 kg. La masse volumique, on ne la connaît pas. Mais on peut s'inspirer de choses qu'on sait. Par exemple, Zacharie, quand tu vas à la piscine et que tu fais la planche, est-ce que tu y arrives? Est-ce que tu flottes? Est-ce que tu coules? Qu'est-ce qui se passe? Quand tu es à la piscine, tu flottes. Alors ça, c'est Zacharie qui est dans l'eau, il fait la planche. Okay. Et le fait qu'il flotte, mais est-ce que tu flottes bien quand tu es dans l'eau? Tu flottes pas bien. Okay. Donc en fait, quand tu es dans l'eau, tu es à la limite entre flotter et pas flotter. Et puis tu peux régler la manière dont tu flottes avec tes poumons. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, quand tu remplis tes poumons d'air, tu remontes, tu flottes mieux. Et puis si tu vides tes poumons de l'air, là tu vas couler. Hein. Et les poumons, c'est simplement un organe qui va contenir de l'air, donc la masse de l'air est très légère. Par contre, quand on remplit les poumons, ça augmente le volume. Quand on vide les poumons, ça baisse le volume, mais la masse de Zacharie, elle reste à peu près toujours la même. Donc on voit que quand on est dans l'eau, on est entre une situation où on flotte et une situation où on coule. On flotte, si on flotte mal. Et puis, si on coule pas vite. Ça veut dire que la masse volumique de Zacharie, elle est à peu près égale à la masse volumique de l'eau. Et puis, ça, c'est pas étonnant, parce que Zacharie, comme vous tous, comme moi-même, on est fait à 70% d'eau. Un corps humain, c'est de l'eau. Si vous laissez sécher Zacharie, il ne va pas rester grand-chose. Il va rester un bout de beef jerky d'un mètre 80 de long, et puis voilà. Okay. Donc, la masse volumique de Zacharie, c'est à peu près celle de l'eau. Okay. Donc, ici, on va prendre la masse volumique de l'eau pour Zacharie. On va prendre 1000 kg par mètre cube. Okay. Donc, le volume de Zacharie, c'est 67 sur 1000. Je fais ce calcul-là, je vais le réécrire tout à l'heure. Et 67 sur 1000, ça fait 0,067, pardon, c'est un volume, c'est en mètres cubes. Hein. Je vais réécrire tout ça proprement ici. Le volume de Zacharie, ce sera le rho de Zacharie. Alors ici, on va changer
c'est 67 kg. Et puis ça, c'est la masse volumique de Zacharie. Attendez, qu'est-ce que j'ai dit? Pardon, le volume, excusez-moi, j'ai dit une bêtise. J'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière, donc voilà, j'ai un peu de peine aujourd'hui. Le volume, c'est la masse divisée par la masse volumique. On a dit que la masse volumique de Zacharie, c'est environ égal à la masse volumique de l'eau, parce que Zacharie il flotte un peu entre deux eaux quand il est à la piscine. Donc là, on prend 67 et on divise par la masse volumique de l'eau, qui est de 1000 kg par mètre cube. Et donc, on obtient que le volume de Zacharie, c'est 0,067 mètres cubes. Tu savais que tu avais un volume de 0,067 mètres cubes, Zacharie? Tu savais? Ben voilà, tu vois, t'apprends tellement de choses chez moi. Ok? Alors maintenant qu'on a la masse volumique et le volume, la masse volumique de l'air et le volume de Zacharie, on peut calculer la force d'Archimède due à l'air. La force d'Archimède, vous vous souvenez que c'est le ρ du liquide. Alors ici, c'est pas un liquide, c'est un gaz, donc on va dire ρ du fluide, fois G, fois V. Le ρ du fluide, cette fois-ci, le fluide, c'est l'air. On veut chercher la force d'Archimède due à l'air. Donc là, comme ρ du fluide, on prend la masse volumique de l'air, qui est 1,3 kg par mètre cube. L'air a une masse, l'air c'est de la matière, c'est des atomes d'azote et d'oxygène. Et donc ces azotes, ils ont une certaine masse, et ils ont un certain poids, et puis la masse volumique, si vous prenez 1 mètre cube d'air, 1 mètre fois 1 mètre fois 1 mètre, vous mettez sur une balance, ça fait 1,3 kg. Il faut évidemment pas le faire bêtement, ok? Parce que si vous le faites bêtement, le poids de l'air va être compensé par la force d'Archimède de l'air sur lui-même. Donc, si vous voulez mesurer le poids de l'air, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une bouteille rigide, vous la pesez pleine d'air, et puis ensuite vous faites le vide d'air et vous la pesez de nouveau. Et dans ce cas-là, vous verrez qu'il y aura une différence de masse de quelques grammes. Et puis donc, pour 1 mètre cube, ça vous fait 1,3 kg de masse. Le G, c'est 9,81. Et le volume de Zacharie, c'est 0,067. Alors, on va voir qu'est-ce que ça fait comme force d'Archimède. Ça va pas être très fort comme force d'Archimède. 1,3 fois 9,81 fois 0,067. Et ça nous donne 0, environ 0,85 newton. Ok, 0,85 newton, c'est pas beaucoup, mais qu'est-ce que ça fait comme différence sur la balance? 0,85 newton de force vers le haut sur la balance, ça veut dire que Zacharie, quand il se pèse, eh bien, il y a une force de pesanteur qui va vers le bas, une force d'Archimède toute petite qui va vers le haut due à l'air, eh bien, il va peser un tout petit peu moins que ce qu'il pèserait s'il n'y avait pas d'air. Ce que je suis en train de dire, c'est que Zacharie, si tu te pèses dans le vide, tu vas être un poil plus lourd que si tu te pèses dans l'air. Alors, quelle différence ça fait? Eh bien, la différence, elle est de 0,85 newton. Maintenant, si vous dites que 0,85 newton est masse fois G, en termes de force de pesanteur, eh bien, la masse, la différence de masse, ça vous fera 0,85 sur 9,81. Alors, si je divise ça par 9,81, ça fait 0,0871 kg. Ok? Donc, quelle est la différence? Dites-le moi en grammes, ça fait combien? En grammes, ça fait combien? Ça fait 87 grammes. Okay. Donc Zacharie, quand il monte sur sa balance et qu'il se pèse, à cause de la force d'Archimède due à l'air, il pèse en fait 87 grammes de moins que sa vraie masse. D'accord?
Alors, vous voyez, c'est pas une méthode efficace pour perdre du poids que d'enlever de l'air autour de soi, parce que si vous faites ça, bah, vous allez enlever que 87 grammes. Évidemment, plus vous êtes gros, plus vous allez enlever de poids, mais plus vous êtes gros, plus vous êtes lourd. Donc, ce sera proportionnel. Et puis, pour Zacharie, bah, ça fait quoi? Ça fait un millième de sa masse à peu près. Hein. Alors, est-ce que cette force d'Archimède fausse de beaucoup? Bah, elle fausse la mesure de 87 grammes. Ok? D'accord? Ok. Bien, alors ça c'est une chose et maintenant on va s'intéresser à ça d'un peu plus près avec la notion de masse apparente. Ok? Dans le cas de Zacharie, sa masse apparente, elle est maintenant de 67 kg moins 0,087 kg. Sa masse apparente dans l'air, elle est différente de sa vraie masse. Sa vraie masse, c'est 67 kg, mais quand il se pèse dans l'air, il pèse un peu moins. C'est la même chose que quand vous vous mettez dans votre bain. Ok? Vous allez dans votre bain, tout va bien, vous vous mettez dans le bain est chaud, vous restez 2 heures. Quand vous sortez du bain, qu'est-ce que vous remarquez? C'est quoi le truc qui est choquant quand on sort d'un bain? Oui, mais du point de vue de ton poids, qu'est-ce que tu ressens quand tu sors du bain? On se sent lourd. Ok? Pourquoi est-ce que on se sent lourd en sortant du bain? On n'est évidemment pas plus lourd qu'avant. Pourquoi est-ce qu'on se sent lourd? C'est parce que pendant le bain, on se sentait léger. Hein? Pendant le bain, on avait la force d'Archimède qui compensait notre force de pesanteur à peu près complètement. Donc on avait l'impression de peser rien du tout. C'est d'ailleurs pour ça que les astronautes, quand ils s'entraînent pour des missions en apesanteur, ils s'entraînent dans des piscines de manière à avoir ce sentiment d'apesanteur. Donc la masse apparente, c'est la masse que vous avez l'impression de peser. Quand vous êtes dans un fluide et que ce fluide vous supporte par sa force d'Archimède. Regardons ce diagramme pour mettre en évidence la masse apparente. Dans ce diagramme, on est en train de faire une expérience de force d'Archimède. Vous voyez qu'on a un dynamomètre. Ce dynamomètre, il mesure le poids de cette masse ici. On a une masse M et puis ici le dynamomètre, il affiche une valeur de la force qui est égale à m fois g. Normal. Ok? Ça c'est tout à fait normal, on n'a encore rien fait, on n'a pas mis la masse dans l'eau. Quand je prends cette masse, quand je descends le système et que la masse arrive dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez le niveau du dynamomètre? Là, il est où le niveau? Hein? Il est un peu plus haut, on est d'accord? Le crochet, il est remonté. Okay? Donc la mesure que donne le dynamomètre, maintenant, elle est plus petite que m fois g. Et pourquoi elle est plus petite que m fois g? Eh bien, parce que dans ce cas, vous avez la force de pesanteur qui est m fois g, mais qu'est-ce que vous avez comme autre force? Allô? Ah, vous recommencez pas à rien dire. Hein? Mais la force d'Archimède, banane, ça fait 3 heures qu'on parle de la force d'Archimède. Ah là là! Alors, vers le haut, vous avez la force d'Archimède. Donc cette force d'Archimède, elle diminue l'impression que vous avez du poids. Et le dynamomètre, c'est pas qu'une impression, le dynamomètre, il mesure une force plus faible. Okay? La masse qui correspond à cette force-là, c'est ce qu'on appelle la masse apparente. Et puis après, une expérience amusante à faire pour vérifier que la force d'Archimède est égale au poids du liquide déplacé. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ce récipient, on l'a rempli à ras-bord, et puis vous voyez là, il y a un petit bitonio qui sert à déverser l'excédent de liquide dans un petit verre qui est à côté. Hein? Donc on remplit ce truc à ras-bord. Quand on met la masse dedans, la masse, elle occupe un certain volume du verre, et donc ce volume-là d'eau qui est en trop, ben, il va déborder, il va aller là, dans le petit verre.
Et puis si on prend cette masse qui est dans le petit verre et qu'on la met dans ce récipient qui était prévu ici, eh bien, on retrouve la même position du dynamomètre. Ça veut donc bien dire que la force d'Archimède est équivalente au poids du liquide déplacé. Ok ? Bon, assez discuté là-dessus. Venons-en à la formule. On va travailler sur l'équilibre des forces. Qu'est-ce qu'on a comme forces qui agissent dans ce cas-là? On a la force de pesanteur vers le bas, on a la force d'Archimède vers le haut, et puis dans ce cas-là, on a la force de soutien du dynamomètre, parce que c'est vrai que ici, si cette masse reste à l'équilibre, c'est parce que en plus de la force de pesanteur et de la force d'Archimède, on a vers le haut une force de soutien du dynamomètre. Ce dynamomètre, il retient la masse, donc il exerce une force de soutien. Okay ? Et la somme de toutes ces forces doit être 0, puisqu'on est à l'équilibre, et puis on va les compter avec une convention de signes. On va dire que toutes les forces qui sont vers le bas sont positives, comme tout à l'heure. Donc la force de pesanteur mg, elle est prise positivement. La force d'Archimède, ça, c'est la force d'Archimède, comme elle est dirigée vers le haut, elle est prise négativement. Et puis, la force de soutien du dynamomètre, comme elle est vers le haut, elle est aussi prise négativement. Okay ? Alors, cette formule-là, on va l'inverser pour exprimer la force qui est lue sur le dynamomètre. Okay, c'est ça. La force de soutien du dynamomètre, c'est mg, moins la force d'Archimède. Hein. Ça, c'est donc la force de pesanteur moins la force d'Archimède. Hein. Le dynamomètre, il soutient la force de pesanteur, mais il est aidé par cette force d'Archimède qui soulève le corps vers le haut. Alors, vous voyez que là, maintenant, on a cette relation que vous pouvez écrire en termes de masse. Vous savez que la masse, c'est en général une force divisée par G. Okay ? Donc, vous appelez masse apparente la force du dynamomètre divisée par G. Vous allez diviser par G toute cette équation. Okay ? Fs sur G, ça va vous donner le premier terme, la masse apparente. M sur G, M fois G divisé par G, ça va vous donner M. Et puis, ρ GV divisé par G, ça va vous donner ρ fois V. Et comme ça, vous avez la masse apparente d'un objet quand il est plongé dans un fluide d'une certaine masse volumique. Oui, qu'est-ce que tu as dit? Ouais. Ok. Ok. Voilà. Alors, on va maintenant faire cet exercice. Quelle est la masse apparente d'un bloc cubique de fer de 50 kg immergé dans de l'eau? Bon. Alors, il y a un certain nombre de calculs à faire. Hein. On a un bloc cubique de fer. Ça, c'est du fer. Le ρ du fer, c'est 7870 kg par mètre cube. Donc, c'est à peu près 8 fois plus dense que l'eau. Okay. Et puis, on connaît le ρO, là on vous donne 998, qui est une valeur un peu plus précise. Après, le ρ de l'eau, l'eau, ça dépend de sa température, de sa salinité. Elle a des ρ qui sont un peu différents. Donc là, on prend la valeur de 998. Et on vous demande de calculer la masse apparente. La masse apparente, on l'a vu ici, c'est la masse initiale moins le ρ du fluide fois le volume. Ok ? La masse initiale, on la connaît. La masse initiale, la masse du bloc de fer, c'est 50 kg. La masse apparente, c'est ce qu'on veut calculer. Le ρ du fluide, on le connaît, c'est 998. Ce qu'on ne connaît pas, c'est le volume du bloc de fer. Okay ? Donc le volume du bloc de fer, il faut qu'on le calcule. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire pour calculer le volume du fer? Qu'est-ce que vous pensez? Vous avez une idée? Volume du fer? Non?
Ben, en général, quand on a le volume, et quand on cherche le volume et qu'on a la masse volumique, c'est facile. Hein. Vous savez que le ρ du fer, c'est la masse du fer divisé par le volume du fer. Donc, le volume fois ρ, c'est la masse. Donc, le volume du fer, c'est la masse de fer divisé par le ρ du fer. On est d'accord? La masse du fer, c'est 50 kg. C'est le même calcul qu'on a fait tout à l'heure pour Zacharie. On a 50 kg divisé par 7870 kg par mètre cube. Et ça va nous donner une certaine valeur en mètre cube. 50 divisé par 7870, ça nous fait 0,00. Je vais garder trois chiffres significatifs. 635 mètres cubes. Ok. Et puis on va rester en mètres cubes parce que finalement il faut qu'on utilise des unités du système international. Donc on va pas se mettre en d'autres unités. Si vous voulez avoir une idée, 0,006 mètres cubes, ça fait 6 décimètres cubes. Ça fait à peu près le volume de 6 briques de lait. C'est pas très gros, 50 kg de fer. Okay. Voilà, alors maintenant on peut calculer la masse apparente. Eh bien, la masse apparente c'est 50 moins 998 fois le volume que j'ai calculé là, 0,00635. Alors, je fais ce calcul-là. 0,0635 fois 998. Et puis, j'ajoute à ça 50 et ça me donne 43,7, on va dire. Pas compliqué. 43,7 kg. Okay. Donc l'idée est la suivante. Vous avez votre bloc de fer et là vous avez une cuve avec de l'eau. Votre bloc de fer, il fait 50 kg. Si vous le portez quand il est en dehors de l'eau, vous avez la sensation de porter un poids de 50 kg. Et 50 kg, c'est pas léger. Maintenant, si vous mettez ce bloc de fer dans l'eau et puis que vous le tenez toujours avec la main, eh bien, vous aurez l'impression qu'il est moins lourd, ce bloc de fer. Enfin, moins lourd, c'est un abus de langage. Vous aurez l'impression qu'il est moins massif. Okay. Vous aurez l'impression qu'il pèse uniquement 43,7 kg. Alors, la diminution, elle est faible, de 50 à 43,7, parce que le fer, il est beaucoup plus dense que l'eau. Donc l'eau, elle fait une petite différence, mais pas tant que ça. Okay. Une expérience qui est marrante à voir, c'est l'expérience où on utilise du mercure comme liquide. Le mercure, vous connaissez le mercure. Le mercure, c'est un métal qui est liquide aux conditions normales de température et de pression. C'est, à ma connaissance, le seul métal qui soit vraiment liquide. C'est vraiment un liquide. Vous avez déjà vu du mercure? Ça y est, ils ont mis. Vous avez déjà vu du mercure? Ah, ok. Alors, oui, c'est le truc qu'il y a dans les thermomètres, c'est gris brillant, c'est une couleur de métal. Malheureusement, c'est toxique, donc on ne fait plus des thermomètres avec ça. Mais anciennement, on l'utilisait pour faire des thermomètres et des baromètres. Mais maintenant, même dans les écoles, ça a été retiré. Avant, on en avait dans les écoles, on pouvait en montrer, maintenant c'est fini. Parce que c'est neurotoxique. Donc si vous en avez chez vous, faites un peu attention. Si vous ne le tripotez pas trop, ça va. Mais la chose à laquelle il faut faire attention avec le mercure, et je le dis toujours quand j'en parle dans les cours parce que c'est important, je vous l'ai peut-être déjà dit, si vous cassez un thermomètre à mercure ou un baromètre à mercure, n'allez surtout pas ramasser les petites billes de mercure avec l'aspirateur, parce que si vous faites ça, ça va vaporiser le mercure, il va passer dans le moteur de l'aspirateur, il va se vaporiser, et puis après vous allez le respirer, ça c'est mauvais. Donc si vous faites tomber du mercure par terre, vous le ramassez en poussant les petites boules avec une feuille de papier. C'est embêtant, mais vous risquez beaucoup moins. Ok, le mercure, il a une masse volumique de 13 600 kg par mètre cube. Okay,
Donc c'est 13,6 fois plus dense que l'eau. Ça veut dire que si vous prenez une brique de lait et que vous la remplissez de mercure, votre brique de lait, elle va peser combien? Vous avez une idée? Ouais. Pourquoi tu dis 12? 13,6. Voilà. Donc, une brique de lait, 1 litre de lait, un décimètre cube de lait, c'est à peu près comme l'eau, ça pèse 1 kilo. Eh bien, une brique de mercure, ça va peser 13,6 kilos. Donc, c'est toujours marrant à faire. Vous donnez la bouteille de mercure à une personne, puis bon, la personne s'affaisse parce que la bouteille est super lourde. Bon. Si maintenant, donc là j'ai du mercure, si je pose dans le mercure un bloc de fer, il va faire quoi ce bloc de fer, vous pensez? Qu'est-ce qu'il va donner le bloc de fer? Il va couler ou il va flotter? Quel suspense, hein? Bah, on a dit quel est le rho du fer. Le rho du fer, tu l'as là. Le rho du fer, c'est 7870 kilos par mètre cube. Ok, donc c'est à peu près la moitié, c'est un peu plus que la moitié du rho du mercure. Qu'est-ce qu'on a dit? Quand l'objet a une masse volumique plus faible que celle du liquide, l'objet flotte. Donc effectivement, si vous prenez du mercure, vous pouvez faire flotter dessus du fer. Alors je vais vous montrer une petite expérience par Experiment Boy. Tu connais Experiment Boy? Experiment Boy Mercure. Je ne sais pas si je vais la trouver comme ça. Experiment Boy. Voilà, j'en ai une petite là. Vous voyez la vidéo? Ah, est-ce que vous voyez? Bon. Alors ça c'est Experiment Boy. Et puis je vais mettre le son à fond. On verra bien ce que vous entendez. Donc ce qu'il va faire, c'est que d'abord il a sa bouteille de mercure qui est lourde, hein. Et puis vous voyez le mercure, c'est ce truc-là, cet aspect-là. Et puis il va verser ça dans un récipient et il va faire flotter dessus des choses. Je vous laisse regarder. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a versé 200 millilitres d'eau. 200 millilitres d'eau, ça pèse à peu près 200 grammes, ok? Et puis 200 millilitres de mercure, 200 millilitres de mercure, ça pèse 13,6 fois plus, donc ça pèse 2,4 kg à peu près. D'accord? Ok. Ensuite, 2,7 kg, pardon. Donc là, vous avez un exemple où une clé en acier, hein, ça c'est de l'acier. L'acier, c'est simplement du fer avec un petit peu de carbone. L'acier, c'est du fer avec 1% de carbone typiquement, plus deux, trois autres machins, mais c'est essentiellement du fer. Vous voyez que ça flotte. Pardon? Ça modifie les propriétés du fer. Alors, je ne suis pas métallurgiste, hein, mais ça permet de rendre le fer plus résistant. Ça permet aussi de le rendre inoxydable, alors que le fer, il rouille tout de suite. Quand tu fais de l'acier, tu peux faire des aciers inoxydables. Et puis ensuite, on ajoute d'autres éléments à l'acier, comme du chrome et du vanadium. Justement, c'est ce qu'on appelle l'acier chrome-vanadium avec lequel on fait les outils, parce que ça améliore la résistance, etc. Maintenant, exactement les propriétés de l'acier, tu sais, tu as autant d'aciers différents que d'applications différentes. Ça, c'est affaire de spécialistes, hein. Le dosage de carbone et d'autres éléments que tu fais, ça, je ne connais pas. Ok? Mais l'acier, c'est du fer et un petit peu de carbone. Ok? Donc, vous voyez que là, une clé qui est essentiellement en fer, elle flotte dans le mercure, alors qu'elle flotterait évidemment jamais dans de l'eau. Et puis, on va continuer.
Voilà, là vous avez vu, il a mis un bloc de plomb dans le mercure. Alors le plomb, ça a une masse volumique plus élevée que celle du fer, donc il va flotter moins bien. Hein, mais il va quand même flotter parce que la masse volumique du plomb est quand même plus faible que celle du mercure. Et une des questions à laquelle on s'intéressera dans la suite aujourd'hui, c'est de savoir à quelle hauteur il flotte ce truc. Vous voyez que là, le plomb, il flotte moins bien que l'acier. Okay, il y a une manière de calculer à quel niveau ça flotte. D'accord? Bon, on termine ça. Voilà. Donc ça, c'était Experiment Boy, qui va probablement finir ingénieur quelque part. Et on en revient à notre exercice. Enfin non, l'exercice, on a fini. Je voulais juste vous montrer l'histoire avec le mercure. Et maintenant, on s'intéresse à cette histoire de comment un objet flotte. Okay, si un objet coule, on n'a pas de problème, parce qu'un objet qui coule, il est entièrement dans l'eau. Il ne va pas sortir de l'eau par en bas. Okay, mais un objet qui flotte, quand il remonte, il s'arrête à quel niveau par rapport à la surface de l'eau? C'est ça qu'on va essayer de savoir. Et ça a une application immédiate sur les bateaux, par exemple. Je vous en ai déjà parlé. Mais comme là, c'est vraiment le bon moment, je vous en reparle. Quand vous avez un bateau, il flotte. Okay, on va prendre deux bateaux. On va dire que c'est deux bateaux du même modèle, même constructeur, etc. Okay, j'ai un bateau, on va dire, qui va flotter comme ça. Et puis l'autre bateau, il va flotter comme ça. C'est les mêmes bateaux. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ces deux bateaux quand vous les voyez? Quelle est la différence entre ces deux bateaux de votre point de vue extérieur? Qu'est-ce que vous diriez? Au niveau de la charge des bateaux, est-ce que vous diriez qu'il y a un bateau qui est plein de marchandises et l'autre bateau qui est vide? Et si oui, lequel? Ce serait bien que quelqu'un ouvre son micro et vienne participer un petit peu plutôt que rien dire. Pardon? Ben oui, mais les autres, écoute, ton effort est apprécié, mais les autres, bah, il est évident que le bateau qui est plus bas, c'est celui qui est plus chargé. Okay, ce bateau-là, il est plein de conneries inutiles importées de Chine. Okay, tandis que l'autre bateau, a priori, il a sa cale qui est vide. Les conneries importées de Chine? Oui, parce que je trouve qu'on a vraiment un problème avec ça. Je veux dire, en Chine, il y a une propension à produire des trucs qui servent à rien qui est incroyable. Et on doit arrêter de produire des trucs qui servent à rien, je pense. Enfin, surtout pour vous. Parce que moi, Pardon? Par exemple sur Wish. Par exemple sur Wish. Sur Wish, c'est les rois des trucs qui servent à rien. L'autre jour, sur Wish, j'ai trouvé une peluche en forme de cochon rôti. J'exagère pas. Sur Wish, il y a une boîte qui vend une peluche qui a la forme d'un cochon, mais rôti. Donc il est de couleur brune, rôti, quoi. C'est absolument dégueulasse. Mais ce genre de truc se vend et ça se transporte. Hein. Et on utilise du fuel hyper polluant pour transporter ce genre de conneries. Je suis désolé. Si j'étais le chef du monde, eh ben ce serait interdit. Bon, bref. Ah, si j'étais le chef du monde, ça changerait. Alors, si... Ah, ah ouais, ça dégommerait. Hein. Alors, ces deux bateaux, qu'est-ce qu'ils ont de différent? Ben, celui-là, il n'est pas chargé, la cale est vide, donc il est moins lourd. Alors, il a une certaine force de pesanteur. Celui-ci, il a la cale pleine, il est beaucoup plus lourd. Alors, je ne sais pas combien plus lourd, mais je vais mettre la force de pesanteur plus grande. Et puis, ce bateau-là, pourquoi il flotte? Ben, il flotte à ce niveau-là, ce brave bateau. Pourquoi? Parce qu'il y a une force d'Archimède qui agit vers le haut. C'est la force d'Archimède qui fait flotter les bateaux, rien d'autre. Okay, la force d'Archimède, elle compense la force de pesanteur, mais alors attention, dans le cas de la flottaison,
ici, la force d'Archimède, elle va être donnée uniquement par ce volume-là, pas par le volume total du bateau, uniquement par le volume qui est immergé. Okay? Donc la force d'Archimède, dans le cas d'un objet qui flotte, la force d'Archimède, je vais enlever la flèche pour pas que ça écrive des bêtises, la force d'Archimède, ce sera le ρ du liquide fois G, fois le volume immergé. Hein, vous êtes d'accord que le haut du bateau, qui n'est pas immergé dans l'eau, il ne contribue pas à la force d'Archimède. La force d'Archimède sur l'air, on l'oublie, elle est négligeable. Okay? Mais la force d'Archimède de l'eau, elle vient de cette partie-là immergée. Et puis si maintenant le bateau est plus chargé, hein, si on met dedans plein de containers de peluches en forme de cochon rôti, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? La force de pesanteur, elle va augmenter, le bateau, il va être plus lourd. Donc, il faut que la force d'Archimède soit plus importante pour faire flotter ce bateau. On a besoin de plus de force d'Archimède ici que là. Et le bateau, comment il fait pour avoir plus de force d'Archimède? Eh bien, il se positionne plus bas dans l'eau, et donc le volume immergé, il est plus grand, et donc ici la force d'Archimède, qui est ρ liquide fois G fois le volume immergé, elle est plus grande que dans ce cas-là. D'accord? Vous avez compris ou pas? T'as tout compris. Hein? C'est pour ça que maintenant je vous donne un autre exemple, et qui revient au même. Si je prends, ça c'est la surface de l'eau. Hein? Si je prends trois bois différents, ok, je vais dire qu'il y a un bois qui flotte comme ça, c'est des planches de bois, d'accord, des planches de bois rectangulaires d'une certaine épaisseur. On va dire qu'il y a un bois qui flotte comme ça et un bois qui flotte comme ça. Et puis je vais vous donner trois possibilités de bois. Il y a du sapin, il y a de l'ébène et puis il y a du liège. Vous pensez que c'est lesquels? Que quelle planche? Ouais. Oui, mais le problème, c'est que moi, quand je suis sur l'écran de présentation, je vois plus l'écran de Meet. D'accord? Et donc, je peux pas voir les messages de Sarah, malheureusement. Mais Sarah, elle a pas de micro? Ah, mais je vais pas la manger. Moi, je suis content si les élèves participent. Mais Sarah, je suis désolé, je vois pas les messages. Mais à la rigueur, si Sarah envoie un message, toi, Zachary, tu peux me le dire. Hein? Alors, d'abord, qu'est-ce que vous savez sur ces bois? Est-ce que vous connaissez la différence entre le sapin, l'ébène et le liège au niveau de la masse volumique? Hein? Alors dis-moi, l'ébène, c'est lourd ou pas? Plus lourd que quoi? Que le liège. Non, mais l'ébène, c'est lourd. Hein. L'ébène, je suis même pas sûr que ça flotte. Hein. Donc le sapin, il a une masse volumique intermédiaire. Le sapin, on est autour de 500 kg par mètre cube. C'est pas du bon bois, le sapin. C'est pas un bois ni très solide, ni bon, mais c'est un bois qui est pas cher. Ok. L'ébène, on va dire, et ça, j'en suis pas sûr, il faudrait que je vérifie. Si c'est pas de l'ébène, c'est un autre bois exotique. On va dire qu'il est autour de 900 kg par mètre cube. Et le liège, on va dire que c'est de l'écorce de liège et qu'il est à 200 kg par mètre cube. Ok. Maintenant, vous pouvez me dire laquelle des planches est quoi? Quelle est la planche qui, d'après vous, va flotter le moins bien de ces trois bois, sapin, ébène, liège? Non? Le moins bien. Voilà, l'ébène. Ok? Donc l'ébène, c'est celui-là. S'il est à 900 kg par mètre cube, la plus grande partie du bois va être dans l'eau. Hein? Le liège, est-ce qu'il va mieux flotter que l'ébène? Enfin, mieux, c'est bon, c'est évidemment les deux, ils flottent mieux. Mais entre ces deux-là, ébène, sapin et liège, hein, qu'est-ce que vous mettriez?
celui qui est le plus léger, le moins dense, c'est celui qui va flotter le mieux. Et puis le sapin, ça va être celui-ci. Okay, et c'est pas par hasard qu'il flotte au milieu de sa hauteur, parce que sa masse volumique, c'est la moitié de la masse volumique de l'eau. On va voir ça tout à l'heure. Okay, donc la profondeur de flottaison, elle détermine la force d'Archimède pour un objet qui flotte à la surface de l'eau. Okay, et donc on a une partie immergée. Alors regardez ce dessin. Hein, on va regarder d'un peu plus près ce dessin. Donc sur ce dessin, on a de l'eau, enfin du liquide, et ce liquide, il arrive là. D'accord? Il arrive jusqu'à la ligne là. Ça, c'est le liquide. Ok? Donc l'objet là qui est en train de flotter, il est stabilisé, il flotte. L'objet, il a une partie qui est dans l'eau, et dans le liquide, et une partie qui est hors de l'eau. La partie qui est dans l'eau, c'est ça. Okay, et cette partie-là, eh bien, on l'appelle, dans ce cours ici, on l'appelle V'. Okay, vous pouvez l'appeler le volume immergé aussi, mais pour l'instant, on l'appelle V'. Et V', vous voyez que là, on a une hauteur H', ça c'est la hauteur de l'objet qui est dans l'eau. Ce n'est pas la hauteur totale de l'objet, c'est la hauteur dans l'eau. Donc, le volume V', c'est la surface de la base de l'objet fois la hauteur H'. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a comme force qui agissent? Eh bien, on a vers le bas la force de pesanteur de l'objet. Ok, ça c'est la force de pesanteur, ρ objet GV, où le volume ici, c'est le volume total de l'objet. Et puis vers le haut, on a la force d'Archimède, qu'on a prise avec un signe négatif parce qu'elle est vers le haut. Et la force d'Archimède, c'est ρ fluide G, fois maintenant V', qui est le volume immergé. D'accord? Et l'équilibre se fait entre ces deux forces, que sont la force de pesanteur vers le bas et la force d'Archimède due au volume immergé vers le haut. D'accord? Alors, on fait les calculs, mais ce qui est évident, c'est que ces deux forces, la force d'Archimède et la force de pesanteur, doivent être égales. C'est la condition d'équilibre. Quand un objet flotte, il y a une force vers le bas et une force vers le haut. Quand ces deux forces se compensent, l'objet arrête de monter ou de descendre. Okay, donc vous devez avoir la force d'Archimède qui est égale à la force de pesanteur. Alors la force de pesanteur, on a vu, c'était le ρ objet fois G fois V. Et puis la force d'Archimède, on a vu là-haut que c'était le ρ du fluide fois G fois V'. D'accord? Alors maintenant, vous prenez ce côté de l'équation et ce côté de l'équation. Vous voyez quoi? Vous voyez que les G se simplifient. Hein? Autrement dit, ça ne dépend pas de la gravitation à l'endroit où vous vous trouvez. Si vous faites cette expérience sur la Lune, ça flottera de la même manière. Okay? Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aller en bateau sur la Lune, les bateaux vont se comporter de la même manière. Encore faudrait-il qu'il y ait de l'eau, mais peut-être qu'un jour on en trouvera, j'en sais rien. Et donc, vous avez que ρ fluide fois V' est égal à ρ objet fois V, et donc vous pouvez maintenant faire V' divisé par V, puis vous regroupez tous les autres termes de l'autre côté. Vous avez besoin que je le fasse. Hein. Si je prends ça, ça donne quoi? Ça donne V' sur V, je divise par V des deux côtés, et puis de l'autre côté, j'ai mon ρ objet qui reste, et puis pour isoler le V' ici, je divise par ρ fluide. Okay? Donc le volume immergé sur le volume total, c'est la même chose que la masse volumique de l'objet divisée par la masse volumique du fluide. Okay? Je vous fais remarquer que cette fraction est toujours plus petite que 1. Pourquoi? Parce que V' est toujours plus petit que V. Le volume immergé, il est toujours plus petit que le volume total. Ou alors, vous avez un objet qui coule. D'accord? Et donc ça nous donnera la proportion du volume immergé. Alors ça, on peut le calculer. On peut le calculer et on va faire un calcul. Allez, on va prendre
une planche en bois de masse volumique 600 kg par mètre cube et quel est le pourcentage qui est immergé? Non, ça c'est une question, c'est un petit exercice à part. Je prends une planche de bois qui fait 600 kg par mètre cube. Je vous demande simplement quel est le pourcentage de la planche qui est sous l'eau. Alors comment vous faites ça? Eh bien, V' sur V, c'est égal à ρ objet divisé par ρ fluide. Le ρ de l'objet, on a dit que c'était 600 kg par mètre cube, c'est la donnée que j'ai mis là. Le ρ du fluide, on va dire que c'est 1000 pour pas s'embêter avec 998. Eh bien, 600 sur 1000, ça fait 0,6. Ça fait donc 60%. Okay? Parce que cette égalité-là, V' sur V égale 60%, vous pouvez l'écrire aussi comme ça. V' égale 60% fois V. Donc le volume immergé est le 60% du volume total. Ça veut dire quoi? Ben, si vous prenez une planche qui a une forme régulière, il y aura 60% de son volume qui sera sous l'eau et 40% de son volume qui sera sur l'eau. Ok? On va faire un autre petit exercice qui me vient à l'esprit à l'instant. Vous êtes là? Allô? Ouais, excusez-moi, j'ai fait une bêtise, j'ai appuyé sur la barre d'espace et ça a mis le truc en pause. Ok? Vous savez, on dit toujours que les icebergs, ils ont 90% de leur volume sous l'eau. Alors ça, c'est exactement la formule qu'il nous faut pour vérifier ça par le calcul. Okay? Le volume immergé d'un iceberg divisé par son volume total, c'est quoi? Bah, c'est le ρ de l'objet, donc le ρ de la glace, divisé par le ρ de l'eau, mais attention, c'est l'eau salée. Hein? C'est des icebergs, c'est dans l'océan. Il n'y en a pas encore dans le lac Léman, ça risque pas d'arriver, je pense. Okay? Alors le ρ de la glace, combien il est le ρ de la glace? Hein, ben, vous savez que le ρ de la glace, il est un peu plus faible que le ρ de l'eau. C'est pour ça que les glaçons flottent sur un verre d'eau. Les glaçons, ils ne flottent pas sur un verre d'alcool pur, mais ils flottent sur un verre d'eau. Alors on va chercher maintenant le ρ de la glace. Donc on va dans la table, dans la table CRM, dans ces tables-là, et on va chercher l'eau. Parce qu'évidemment, la glace, ce n'est pas une substance. La glace, c'est de l'eau dans l'état solide. Okay? Donc on va chercher l'eau. L'eau, c'est ici. Et puis, on a les températures, les chaleurs latentes, les chaleurs massiques. Voilà. Alors, vous voyez, qu'est-ce que je raconte, les chaleurs massiques? C'est les masses volumiques que je cherche. Alors, c'est la page d'avant. Voilà, l'eau ici. Et puis, on a la masse volumique. Alors, je vais mettre ma règle, ou mon stylo. C'est là. Okay? Vous voyez que la masse volumique de la glace, vous voyez là, ça c'est solide, ça c'est liquide gazeux. L'eau solide, c'est de la glace. Vous voyez que la masse volumique de la glace, c'est 917, et la masse volumique de l'eau liquide, c'est 998. D'accord? Donc on va prendre ces valeurs. Okay? On va prendre ces valeurs et finir notre petit calcul. Le ρ de la glace, on a dit, c'est 917. Le ρ de l'eau salée, alors attention, l'eau salée, moi là, j'ai pris l'eau douce. Okay? Mais là, il s'agit de l'eau salée. L'eau salée, je ne sais pas, dans l'Atlantique Nord, comment elle est, mais on va dire 1030 kg par mètre cube. L'eau salée, elle est poil plus dense que l'eau douce. C'est pour ça qu'on flotte mieux dans la mer que dans le lac. C'est pour ça qu'on flotte mieux dans la mer morte que dans une mer normale, parce qu'il y a plus de sel. Okay? Donc vous avez 917 sur 1030. Et 917 sur 1030, ça nous fait combien? 917 divisé par 1030, ça fait 0,89, donc 89%. Okay? Et donc là, vous vérifiez la chose que vous avez toujours entendu dire,
c'est que quand vous avez un iceberg qui flotte dans l'eau, eh bien, la portion immergée de l'iceberg, elle est d'environ 90%. Hein? Si vous prenez le volume de cette partie-là, ce sera environ 10% que vous allez voir au-dessus de la surface de l'eau, et le reste de l'iceberg, il va être en dessous. Et il va évidemment être dangereux parce que vous ne connaissez pas la forme de l'iceberg. L'iceberg, il n'a pas forcément cette forme-là. Cet iceberg-là, il n'est pas dangereux. Hein, il n'est pas dangereux parce que là, vous risquez pas de taper avec un bateau. Mais vous pouvez très bien imaginer un iceberg qui a une forme un peu comme ça. Ouais, bon, j'exagère, c'est pas très réaliste comme forme. Et là, si vous arrivez avec votre bateau, bah, vous tapez dedans et vous n'êtes pas bien. Ok ? Voilà, donc faites attention avec les icebergs quand vous naviguez. Ça a déjà valu des mésaventures à d'autres gens et il faut faire attention. Ok ? Alors maintenant, quelle heure est-il? Il est 14h30. Je vous propose qu'on fasse un certain nombre d'exercices et puis qu'on les continue la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu dis, Zachary? Alors, normalement, les cours continuent la semaine prochaine. Les cours ont été prolongés d'une semaine. Ok? Donc moi, la semaine prochaine, je suis encore là. Je suis encore disponible pour vous si vous voulez des éclaircissements, des trucs et des machins. Mais le cours officiel, il est en gros fini. Hein? Donc, ce que je vous propose, c'est de s'arrêter là, que pour la semaine prochaine, vous faites ces exercices, vous revenez en ligne, et puis on corrige les exercices. Comme ça nous fait le dernier cours, et puis on aura terminé le programme. Ça vous va? Ok. Donc, je ne sais pas si vous les ferez. De toute façon, j'ai jamais contrôlé les exercices dans vos classes. C'est pas maintenant que je vais commencer à le faire. Parce que je pense que vous êtes des grandes filles et des grands garçons, puis si vous n'avez pas envie d'étudier, ben c'est finalement plus votre problème que le mien. Ok? Donc ça, la semaine prochaine, ce sera le 2 juin. Alors, essayez de faire ces exercices, ils sont assez amusants. Et puis, si vous voulez, à la page suivante, vous avez des exercices marrants, ok, où on met différentes substances dans différents liquides. Vous verrez, c'est assez amusant à faire. Ok? Voilà. Alors moi, je vous laisse donc maintenant. Je vais mettre le cours en ligne pour ceux qui n'ont pas pu venir, mais qui meurent d'envie de voir mon cours. Et puis, la semaine prochaine, on se retrouve avec ceux qui veulent pour faire ces exercices et puis pour discuter encore un peu de force d'Archimède. Ça vous va? Allô? C'est difficile de vous faire parler. Autant vous parlez trop en classe, autant en ligne, c'est l'horreur. Hein. Bon, allez, je vous souhaite une bonne après-midi. Et puis, j'espère vous voir la semaine prochaine. Et puis, sinon, je vous verrai l'année prochaine. Ou Zachary, envoie des nouvelles si tu es aux États-Unis. Reste en contact. D'accord? Ok. Bye bye. Au revoir.